Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Épisode 36, première partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Voici un épisode que j'avais prévu de vous diffuser au moment des élections européennes en juin dernier, et puis la dimension nationale de ces élections a un peu pris le dessus. Et le danger de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France m'a incité à traiter cette dernière question de façon prioritaire. Mais ces élections avaient aussi un enjeu pour la prise en compte de la question animale au sein des institutions européennes. On ne réalise pas, je crois, à quel point ce qui se passe en France ou en Belgique pour les animaux dépend aussi en très grande partie de ce qui se passe à l'échelle du dessus. Pour une raison que mon invité explique très bien dans cet épisode, les avancées en matière de protection animale à l'échelle des États membres sont largement freinées et dissuadées du fait du marché commun européen. Et à l'inverse, des avancées dans la législation à l'échelle de l'UE s'appliqueraient à tous les pays membres. Les enjeux sont donc colossaux, même si c'est une vraie usine à gaz, qu'on n'y comprend pas toujours grand-chose, que ça paraît loin de nous et complètement bloqué. Mais ne vous inquiétez pas, mon invité fait un travail incroyable pour ouvrir cette boîte noire et tout éclairer pas à pas. Il s'agit d'Alice Di Concetto, juriste spécialisée en droit de l'animal, qui enseigne également l'éthique animale à Sciences Po. C'est la fondatrice et directrice de l'Institut européen pour le droit de l'animal et elle connaît comme sa poche les coulisses de l'UE et les rapports de force qui s'y jouent autour de la protection animale. Bonjour Alice Di Concetto. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de l'Institut européen pour le droit de l'animal. C'est le premier think tank spécialisé sur la place des animaux dans le droit et les politiques publiques européennes. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consistent vos activités ? Parce que comme ça paraît pas forcément transparent. Tout à fait. Alors, en tant que think and do tank, on produit à la fois de la réflexion, beaucoup de recherches en droit de l'animal, compte tenu du fait que le droit de l'animal est encore une discipline très émergente en Europe et dans le monde d'ailleurs. Donc, on fait beaucoup de recherches plus appliquées que théoriques en droit de l'animal. Et ensuite, on fait beaucoup de rédaction de propositions de réforme du droit et des politiques. Et ensuite, troisièmement, on a un volet qui est très orienté sur le lobbying des institutions européennes, que ce soit les institutions de l'Union européenne comme les institutions des États membres dans les 27 États membres de l'Union européenne. Ok, super, merci. Alors récemment ont eu lieu les élections pour élire les députés qui composeront le Parlement européen. Et souvent, le fonctionnement de l'UE nous paraît un peu nébuleux et lointain. Donc ça va peut-être valoir le coup de rappeler qu'il y a différentes institutions qui ont des rôles différents et que le Parlement, en fait, n'est qu'une de ces institutions et peut-être même pas celle qui a le plus de poids finalement pour la question animale. Alors, il y a 3 institutions de l'Union européenne. Le Parlement européen, qui effectivement est élu au suffrage universel direct, et la Commission européenne, et le Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen représente la branche législative de l'Union européenne. La Commission européenne est la branche exécutive, donc c'est le pouvoir exécutif de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Union européenne a un rôle un peu double, c'est à la fois la branche de l'exécutif, mais aussi du législatif. Et en fait, il y a une 4e institution que j'aurais dû mentionner dès le départ, qui est la Cour de justice de l'Union, qui évidemment, elle, est la branche judiciaire. Donc si on fait l'analogie, c'est comme si le Parlement, ça correspond au Parlement, comme si c'était l'Assemblée nationale en France. La Commission, c'est un peu le gouvernement.
avec cette particularité que du coup c'est comme s'il y avait que le gouvernement qui avait l'initiative des lois. Oui. Ça c'est une particularité du fonctionnement de l'Union européenne, que le Parlement ne peut pas proposer de loi et donc dépend finalement des textes qui lui arrivent de la Commission. Et pour le reste, voilà, c'est un peu les deux institutions principales qu'il faudrait avoir en tête, c'est ça? Oui, et le Conseil de l'UE qui est aussi, lui, qui serait en fait l'équivalent du gouvernement et de la présidence en France. Donc en fait, le Conseil de l'UE, c'est vraiment une institution hybride qui va à la fois réceptionner les propositions de loi de la Commission européenne, mais qui va aussi être moteur dans ces propositions de loi, puisque le Conseil de l'Union européenne regroupe les chefs d'État des 27 États membres, et qui, évidemment, ont leur mot à dire sur à la fois les propositions en préparation au sein de la Commission européenne et un pouvoir de modification, d'amendement des propositions de législation une fois qu'elles ont été publiées par la Commission européenne. D'accord. Est-ce que c'est juste, selon vous, de dire que finalement le Parlement européen, pour ce qui est du moins de la question animale, a finalement assez peu de pouvoir, notamment par rapport à la Commission européenne? Oui, alors en fait c'est vrai sur la question animale comme sur toutes les questions. Le Parlement européen a un pouvoir assez réduit, surtout quand on compare le Parlement européen par rapport au Parlement dans les États membres. Déjà, en Union européenne, on n'a qu'une seule chambre, qui est le Parlement européen. Alors on a ce deuxième organe législatif qui est le Conseil de l'Union européenne, mais voilà, qui est composé des chefs d'État des 27 États membres de l'Union qui eux-mêmes en général sont élus au suffrage universel direct ou indirect. Mais effectivement, contrairement, on va dire, à l'Assemblée nationale en France, ou à ce qu'on va appeler la chambre basse dans la plupart des États membres de l'Union, eh bien, le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois. Il n'a pas de possibilité pour ce Parlement de proposer des lois et de les mettre au vote du Parlement européen. Cette prérogative revient exclusivement à la Commission européenne. Et il y a une difficulté supplémentaire, je crois, que j'avais lu dans un de vos rapports ou de vos articles, c'est qu'en fait la question animale, la condition animale, est répartie entre deux ministères, on pourrait dire l'équivalent des ministères en fait différents dans la Commission, et donc on ne sait pas toujours de qui est la responsabilité de s'emparer de cette question-là, où il y a des tractations qui ralentissent potentiellement le fait de traiter cette question, c'est ça? Oui, alors en fait, sur le papier, de manière très officielle, c'est la DG Santé, donc la Direction Générale pour la Santé. Donc c'est ça les ministères à l'échelle européenne, c'est les directions générales, c'est ça? Voilà, donc les DG sont l'équivalent des ministères au niveau national. Et contrairement, alors là c'est une particularité de la gouvernance européenne par rapport à la France, la compétence revient à la DG Santé. En France, la compétence en matière de bien-être animal, elle revient plutôt au ministère de l'Agriculture. Parfois c'est une compétence partagée, par exemple les animaux utilisés à des fins scientifiques. En France, la compétence va être partagée entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, l'enseignement supérieur et de la recherche. En Union européenne, dans le contexte européen, c'est plutôt la DG Santé, donc ce qui serait l'équivalent du ministère de la Santé en France, qui est compétent sur les questions de bien-être animal. Après, évidemment, il y a des subtilités à la fois politiques et juridiques qui font que, en vérité, les véritables institutions qui vont peser sur les décisions qui sont prises en matière de protection animale, c'est surtout la DG Agri, donc l'équivalent de ministère de l'Agriculture à Bruxelles, et parfois, et de plus en plus, ce qu'on appelle la DG Commerce, qui serait l'équivalent alors on n'a pas vraiment de ministère en France, mais voilà, qui serait un ministère dédié aux questions commerciales. Pour des raisons politiques, parce qu'évidemment, les questions de bien-être animal, surtout en élevage, vont affecter les activités agricoles. Donc il est assez logique que la DG Agri ait son mot à dire sur ces questions-là. Elles vont affecter aussi les questions en matière de commerce, que ce soit le marché interne, c'est-à-dire le commerce entre les États membres, mais surtout et de plus en plus le commerce entre l'Union européenne et ses partenaires commerciaux. Et puis pour des raisons juridiques en vérité, parce que si vous regardez les traités constitutionnels européens, il est très clairement marqué que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de bien-être animal. À strictement parler, l'Union européenne n'a pas à adopter de la législation en matière de bien-être animal. Ce qu'elle peut faire en revanche, c'est adopter de la législation en matière de production agricole. Et donc ce que fait la Commission européenne, c'est qu'elle légifère sur la question du bien-être animal, mais seulement dans la mesure où cette législation vient harmoniser les conditions de production sur le marché agricole européen. Alors ça, il faut vraiment qu'on déplie, parce que je pense que c'est central pour comprendre la question de la place des animaux dans les institutions européennes. Ils ne sont pas censés être protégés en tant que les êtres sentients qu'ils sont,
Et en fait, ils le sont très indirectement et en étant considérés comme des objets, comme des produits agricoles. Et c'est la seule façon de légiférer sur les conditions d'exploitation des animaux, c'est en fait en tant que produit des productions agricoles. Tout à fait. Alors, si on regarde le traité constitutionnel européen, qui est connu sous le nom de traité de Lisbonne, le législateur européen est très explicite dans la mesure où il va qualifier, d'ailleurs c'est dans l'annexe et je vous invite à aller regarder un petit peu ce traité de Lisbonne et en son annexe 1, les animaux sont qualifiés de manière très explicite de produits agricoles. Et cette qualification des animaux vivants en tant que produits agricoles, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui remonte vraiment à 1957, donc vraiment la date de création de ce qui par la suite allait devenir l'Union européenne. Ce n'est que depuis 2009 qu'on a en plus cette reconnaissance de l'animal en tant qu'être sentient, mais voilà, d'un point de vue vraiment pratique et juridique, les animaux sont avant tout des produits agricoles. Et donc, la Commission européenne, les institutions européennes de manière générale, réglementent le traitement des animaux en tant que produits agricoles et pas en tant qu'être sentient. Alors, il y a des petites subtilités, parce que la Commission européenne a en vérité, avec le temps, forcé sa compétence, c'est-à-dire qu'elle a un peu poussé les États membres en leur disant, mais voilà, en vérité, dans cette réglementation qui vise à harmoniser les conditions de production, dont la façon dont on traite les animaux, on va ajouter des petites mesures et qui, bien évidemment, vont au-delà de la simple harmonisation des normes de production et qui vont s'attacher à protéger les animaux, en tout cas de manière minimale par rapport aux pratiques courantes de l'industrie qui peuvent être perçues comme étant problématiques d'un point de vue éthique. Et quand vous parliez donc du fait que c'est toujours fait dans l'objectif de réguler finalement, d'harmoniser les marchés, peut-être pour comprendre, ça vaut le coup de rappeler qu'en fait l'Union européenne s'est formée sur la base d'un libre marché. En fait, c'est un peu le motif principal de création de cette union-là. Ça influence tout ce qui passe en termes de réglementation et notamment la façon dont est traitée la question animale. C'est qu'en fait, il s'agit plus de permettre la libre circulation au mieux possible entre les pays, c'est ça ? Tout à fait. Permettre la libre circulation et en fait éviter les distorsions de concurrence entre les États membres. Et alors, il y a deux visions, on va dire, politiques de ce qu'est l'Union européenne. Il y a des gens qui vont vous dire, mais non, l'Union européenne, c'est un projet politique autour des valeurs démocratiques, autour, du libéralisme politique, au sens large, et pas seulement le libéralisme économique. Et il y a une approche beaucoup plus pratique des choses que moi, j'ai tendance à suivre, qui consiste à dire, l'Union européenne, c'est avant tout un traité de libre-échange. Quand on parle des traités de libre-échange, quand on parle du CETA, du Mercosur, du traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., il faut jamais oublier que le premier des traités de libre-échange qui nous concerne tous, nous, les Français, les Belges, les Luxembourgeois, les Européens, c'est en vérité le traité constitutionnel européen qui instaure un marché unique, qui est exactement ce que vous avez dit, une zone de libre-échange entre 27 États membres et puis d'autres États qui se sont rajoutés plus ou moins, qui composent ce qu'on appelle l'espace économique européen. Mais voilà, moi j'ai plutôt tendance à voir l'Union européenne avant tout comme une zone de une zone de libre-échange, mais voilà, je tiens à nuancer peut-être un peu ce propos en disant que évidemment au fur et à mesure du temps se sont ajoutés à cette union économique des projets de nature politique au-delà même de la question commerciale. Oui, je pense que c'était important de poser ça là, notamment parce que ça a une conséquence importante, c'est qu'en fait du coup les États individuellement qui sont membres de l'Union européenne sont pas vraiment incités à être plus exigeants en termes de bien-être animal que les normes globales de l'Union. Parce qu'en fait, s'il y a un pays qui est plus exigeant et donc qui va avoir plus de contraintes finalement sur la production, il va être désavantagé par rapport aux autres pays, c'est ça ? Tout à fait. Alors, non seulement l'Union européenne est une zone de libre-échange, mais en plus elle applique une doctrine libérale économique qui est quand même extrêmement libérale, qu'on retrouve pas dans les autres unions, dans les autres gouvernements fédéraux, on va dire. Donc moi j'aime bien la comparaison avec les États-Unis parce que c'est aussi une démocratie libérale, mais c'est aussi un État fédéral qui d'ailleurs ressemble plus ou moins à ce qu'est devenu, ou plutôt l'Union européenne ressemble de plus en plus à ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire c'est en train en tout cas c'est la voie que poursuivent certains à Bruxelles, de faire de l'Europe une espèce d'union fédérale composée des 27 États membres, là où aux États-Unis on a une fédération de 51 États. Aux États-Unis,
les États fédérés sont en mesure de contrôler ce qu'ils vendent sur leur territoire, quand bien même les produits auraient été produits dans d'autres États fédérés des États-Unis. Donc par exemple, en Californie, tout récemment, le Parlement californien a décidé d'interdire à la fois l'utilisation des cages en agriculture, mais également la vente de produits issus de cages en Californie. Cette interdiction sur la vente, elle s'applique, voilà, on va dire aux œufs qui proviennent également de l'État d'Iowa, du Michigan. Enfin, en fait, le Michigan, c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont plus de cages non plus, mais voilà. Disons de l'Iowa où les cages sont encore autorisées, quand bien même l'Iowa fait partie, voilà, des États-Unis. En Union européenne, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on a cette doctrine, alors d'aucuns la qualifieraient d'ultralibérale, les États membres ne sont absolument pas en mesure d'imposer des restrictions au commerce par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. Donc par exemple, l'Autriche a interdit l'utilisation des cages dans sa filière ponte. Donc il n'y a pas de cage pour les poules pondeuses en Autriche, c'est une pratique interdite. Mais en revanche, l'Autriche n'est absolument pas en mesure d'interdire la vente d'œufs qui proviendraient de France, d'Allemagne, qui eux auraient été produits, eux seraient issus de poules pondeuses élevées en cage. Donc dans ces conditions-là, effectivement, les États ne sont pas très, n'ont pas intérêt à adopter des normes plus strictes que celles de l'Union, parce ils risquent de mettre leurs producteurs en compétition, en concurrence, en situation de concurrence déloyale par rapport aux producteurs d'États membres où les normes sont moins disantes. D'accord, oui, donc ils ont le droit de le faire, c'est une compétence des États de légiférer sur le bien-être animal, mais en fait ils sont pas incités à le faire et finalement ça se retrouve être une compétence principalement de l'Union européenne si on veut faire ça bien et vraiment tirer le bien-être animal vers le haut et vraiment imposer des réglementations ambitieuses. En fait, si ça se fait pas entre tous les États d'un coup, ça a peu de chances d'avancer très vite et très loin. Tout à fait. Ok, bah, c'est super, c'était bien de poser ça là pour le reste de la réflexion et c'est un peu paradoxal, j'ai l'impression, parce qu'on entend parfois, on présente parfois l'Union européenne comme vraiment ayant la législation la plus protectrice des animaux au monde. Et vous, je crois que vous êtes un peu plus critique vis-à-vis de ça et que vous diriez que c'est pas forcément vrai ou que c'est pas évident. Oui, alors déjà, à titre préliminaire, j'ai tendance à me méfier des comparaisons, on va dire, entre pays et entre systèmes juridiques. Je pense que, en fait, je connais pas un seul pays, un seul système juridique où il y a une législation sur le bien-être animal qui soit satisfaisante. Donc ça, c'est par principe. Et après, en fait, c'est assez difficile de comparer les pays les uns avec les autres, parce qu'en général, certains pays en fait font mieux, disons, pour les cochons, mais pour les poules pondeuses, ils ont tendance à autoriser toutes les pratiques courantes de l'industrie, etc. Alors, si on se lance dans cet exercice, qui est l'exercice favori, c'est d'un peu tout le monde, hein, que ce soit les politiques, les citoyens, on se rend compte que c'est vrai que l'Union européenne est sans doute le système juridique où il y a le plus d'actes législatifs sur le bien-être des animaux en élevage. Il y a un total de 7 actes législatifs, donc 7 lois, qui vont s'attacher à réglementer les conditions de production, enfin le traitement des animaux d'un point de vue de leur bien-être. Je ne connais pas d'autres systèmes juridiques où il y ait autant d'actes législatifs, même si on regarde les systèmes juridiques un petit peu plus avancés que les nôtres sur la question du bien-être animal, la Suisse par exemple, la Nouvelle-Zélande. Voilà, je pense pas qu'il y ait autant de textes, mais évidemment il faut s'attacher aussi à ce qu'il y a dans ces textes-là. C'est pas le tout, on peut avoir 10 000 lois sur les animaux, mais si ces 10 000 lois ne font que codifier les pratiques courantes de l'industrie, en vérité, ça ou rien, ça revient au même. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans le cas de l'Union européenne. Dans ces 7 actes législatifs, si vous les lisez très attentivement, vous vous rendrez compte que ils ne font que codifier les pratiques courantes de l'industrie. Donc, l'utilisation des cages est autorisée pour les poules pondeuses, pour les veaux, pour les truies gestantes. Les temps de transport sont extrêmement longs, parfois illimités. Toutes les méthodes d'abattage sont autorisées, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens sont particulièrement choqués par ce qui se pratique dans les filières de production animale. C'est précisément parce que toutes ces pratiques sont à l'œuvre et la majorité... Alors, il y a toujours des non-conformités, mais si vous voulez,
c'est très marginal par rapport à ce qui est autorisé. Les cages sont autorisées, donc si vous voulez, c'est pas... Les pires traitements sont déjà quasiment tous autorisés par la loi, donc c'est facile de juste tomber dans ce qui est autorisé, parce que c'était la ratification de ce qui était déjà la norme dans la production et dans l'élevage, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour des raisons historiques qui s'expliquent, je pense que dans les années 70-80, je pense pas que les gens étaient aussi conscients des besoins des animaux, ce genre de choses. Et en fait, à l'époque, ça se faisait comme ça encore plus qu'aujourd'hui, en tout cas de manière plus explicite et officielle. Tout simplement, quand on légiférait sur quelque chose, on demandait aux premiers concernés, donc on invitait les gens du secteur des productions animales et on leur demandait, qu'est-ce que vous en pensez ? On va légiférer sur cette question-là. À votre avis, quelles sont les normes qu'on devrait autoriser ? Et alors là, évidemment, tout a été autorisé. Et au fur et à mesure du temps, les textes ont été quelque peu amendés, mais seulement quelque peu amendés. Enfin, il n'y a pas d'interdiction d'utilisation des cages en droit européen. Il y a une obligation d'utiliser ce qu'on appelle les cages aménagées ou enrichies pour les poules pondeuses, par exemple. Il y a une limitation dans le temps de l'utilisation de certains systèmes de contention, comme les cases individuelles pour les veaux. Donc ça, c'est 8 semaines, pas plus, mais bon, c'est quand même 8 semaines. Et par exemple, les cages de contention pour les truies, ça, c'est toujours autorisé. Pareil, c'est limité dans le temps, c'est 3 semaines par cycle de production. Voilà, ça correspond de toute façon aux pratiques des productions animales. Donc tout ce cadre-là de les animaux sont des produits agricoles dans le droit européen, et en fait ce n'est que la ratification de ce qui existait déjà, la transcription en droit des pratiques courantes. Tout ça, en fait, c'est un cadre ouvertement et violemment spéciste dans lequel devoir avancer pour essayer de lutter pour des droits des animaux ou au moins une réduction des pires pratiques ou de leur souffrance. Oui, alors c'est sûr. Alors ça c'est sûr que le droit est spéciste de toute façon. Le droit européen, pas plus que le droit national. Le droit est par nature spéciste, parce que le droit c'est un instrument qui est fait par les humains pour les humains. Et tout le défi d'ailleurs de ça c'est vrai sur la question animale, mais sur beaucoup d'autres questions, le défi qui se présente à nous juristes aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour inclure les intérêts d'autres entités que les humains. Et évidemment, ça se pose de manière extrêmement forte sur la question animale, mais si vous parlez à des juristes en droit de l'environnement, ils sont confrontés au même problème. Comme d'ailleurs avant, les gens... Déjà, c'est déjà bien qu'on soit passé à un droit fait par les humains pour les humains, parce qu'avant, c'était un droit fait par les hommes blancs pour les hommes blancs, et puis voilà, au fur et à mesure des choses, ça s'est ouvert, en tout cas d'un point de vue théorique. La mise en application sans doute pêche un petit peu, mais voilà, on est toujours dans cette dynamique de toujours plus d'inclusion par le droit, mais c'est très compliqué parce que structurellement le droit n'a pas du tout été pensé pour les non-humains. Enfin, c'est vraiment une création anthropocentrée. Donc voilà. Mais bon, peut-être le problème qui se pose aujourd'hui et qui pourrait être changé dans une approche réformiste. Donc le problème du droit européen, c'est non seulement qu'il est anthropocentré, mais qu'en plus il est quand même très centré sur un certain type d'intérêts humains qui sont les intérêts économiques. C'est-à-dire qu'on peut travailler dans un cadre anthropocentré spéciste, mais le problème là qu'on a aujourd'hui, c'est que on n'arrive même pas à prendre en compte les intérêts des communautés humaines vulnérables, par exemple, parce que les intérêts qui priment vraiment en droit de l'Union, c'est les intérêts économiques. Donc voilà, il y a un double défi, j'ai envie de dire, à la fois le défi spéciste, anthropocentré, mais en plus de ça, le défi de cette tendance qu'a le droit européen de ne s'intéresser exclusivement qu'aux intérêts économiques. Et ça pose une question difficile, ça, en fait, la question de quelle marge de manœuvre on a, quel levier d'action finalement pour lutter pour les animaux, pour leurs droits ou au moins pour la réduction de leur souffrance existe à cette échelle-là des institutions européennes. Est-ce que c'est absolument impensable de se battre pour que les intérêts des animaux soient directement protégés dans le droit européen ? Et si ça l'est pas, par quoi ça passe ? Est-ce que c'est une sorte de welfarisme très modéré qui est seulement possible à l'échelle des institutions européennes ? Enfin, où sont les marges de manœuvre en fait ? Alors, en fait, il y a deux manières de faire. Il y a effectivement d'essayer de pousser pour avoir des mesures peut-être un peu faiblardes, donc très welfaristes, mais on prend quand même parce que la situation est tellement choquante
que voilà, quand on nous dit bon bah on interdit les cages, bah on prend parce que en fait la majorité des animaux sont dans des cages et que oui l'élevage hors cage, surtout dans les productions animales intensives, reste atroce, mais en fait c'est quand même objectivement moins atroce que un élevage intensif avec des cages. Donc ça c'est une première solution. Alors j'entends bien que cette solution elle est pas satisfaisante aux yeux des antispécistes, aux yeux des abolitionnistes, puisqu'effectivement, et c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec ça, cette approche, elle a tendance à renforcer l'exploitation animale, et à la rendre plus acceptable. Mais toujours est-il que cette solution existe, et la plupart des associations de protection animale suivent cette voie-là. Et après, il y a une voie qui est davantage structurelle, qui est de dire, en fait, de travailler au niveau institutionnel de l'Union européenne et de dire, de toute façon, il y a un problème. Qui est un problème qui se pose sur la question animale et sur bien d'autres questions, qui est en fait, il y a un déficit démocratique au sein des institutions de l'Union européenne. Déficit dont d'ailleurs se nourrissent un certain nombre de partis politiques. On a depuis 2009, depuis le traité de Lisbonne, un mécanisme qui est très intéressant pour réinsuffler un petit peu de démocratie dans l'Union européenne, qui est le mécanisme de l'initiative citoyenne européenne, l'ICE, qui fonctionne un peu comme une pétition officielle auprès de la Commission européenne, pour lui demander d'adopter un certain nombre de mesures. C'est une manière un petit peu de court-circuiter le processus interne à la Commission européenne qui aboutit ou non à l'adoption de législation. La Commission européenne a toujours le loisir de dire non merci, merci pour votre pétition, mais ça ne m'intéresse pas. Mais toujours est-il que, voilà, comme c'est un mécanisme qui existe et qui est censé redonner la voix aux citoyens, la Commission européenne doit quand même faire attention de pas toujours dire non. Voilà. Et puis après, il y a toutes les réformes institutionnelles qui sont portées d'ailleurs par un certain nombre de personnes qui se connaissent d'ailleurs beaucoup plus que moi. Mais voilà, de faire en sorte que par exemple le Parlement européen ait l'initiative des lois, puisqu'après tout, ce sont eux qui représentent les citoyens de manière très directe. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas l'initiative des lois, comme ça se fait au niveau national dans les États membres? Et en espérant, parce que voilà, en partant du principe que la société veut quand même que les choses changent pour les animaux, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai. Peut-être que je vis dans une bulle et que je suis complètement déconnectée, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, la majorité des citoyens n'aiment pas les productions animales intensives et de plus en plus ouvertes à la question de la transition alimentaire, c'est-à-dire vers des modes de consommation qui sont moins riches en produits animaux. Voilà, si on est un peu optimiste comme moi et qu'on se dit après tout la société est avec nous, il suffit de faire en sorte que les institutions européennes soient plus démocratiques. À ce moment-là, c'est la voie à suivre d'un point de vue plus structurel. Et donc si on se replace dans le cadre pour l'instant tel qu'il est, c'est-à-dire très imparfait, très peu démocratique et avec juste on attend la commission et on essaye de l'influencer mais on dépend in fine de son initiative et de ses prises de position, vous m'aviez donné un exemple de quelque chose qui est par exemple complètement impossible, impensable d'évolution dans le droit européen du fait de ce cadre-là pensé pour les logiques économiques en fait, c'est la réglementation par exemple des cadences. Dans les abattoirs. Vous m'avez dit ça c'est un truc qui est impossible, qu'on pourrait jamais obtenir une réduction des cadences parce que ça voudrait dire tout de suite mettre fin aux fermes-usines en fait. Oui, alors en fait il y a pas mal de mesures comme ça qui sont des mesures clés où voilà, si on arrive à les obtenir, en vérité là on met vraiment à plat en tout cas le modèle économique, peut-être pas de l'élevage en général parce qu'il reste un petit peu d'élevage paysan en Europe, mais en tout cas les productions animales intensives effectivement qui est un modèle en fait assez fragile c'est-à-dire voilà un exemple typique c'est ça, c'est si on commence à réglementer les cadences en abattoir, si demain imaginons, soyons fous, que la Commission européenne décide de réviser le règlement abattage, le règlement 1099-2009 et décide d'imposer une limite sur les cadences, donc en disant on n'a pas le droit de tuer plus de 200 volailles par abattoir par jour. Là, ça va poser un problème en amont parce qu'évidemment, l'infrastructure de production, elle est faite pour produire beaucoup plus que 200 volailles par jour. Donc voilà, ça c'est le genre de mesure qui mettrait fin au modèle économique des productions intensives. Il y en a plein d'autres, les taux de densité par exemple, c'en est un. Si on commence à dire voilà, les taux de densité maintenant c'est tant d'animaux par mètre carré maximum et que ça a pour conséquence de diviser par 2, par
par 3, par 4 les densités voilà, dans les poulaillers industriels tels qu'on les connaît actuellement, ça c'est pareil, enfin, le modèle économique ne survit pas, hein, parce que le modèle économique des productions intensives animales, c'est produire énormément d'animaux, enfin en vérité énormément de ce qu'on appelle minerai de viande au prix le plus bas possible, et donc voilà, en imposant certaines méthodes, eh bien on peut mettre fin à ce système-là. Mais c'est très compliqué politiquement. C'est possible en droit, c'est une réforme juridique comme il y en a tant d'autres, mais c'est très compliqué politiquement parce qu'il y a des enjeux économiques énormes derrière, bien sûr. Un autre exemple que vous avez écrit dans un de vos articles, je crois, de point de blocage qu'il y a eu historiquement sur ces questions de conditions animales, c'est les méthodes d'abattage. Et alors même que c'est dans une contradiction, parce que l'autorité un peu scientifique d'évaluation des politiques alimentaires de l'Union européenne a dit que les modes d'abattage au dioxyde de carbone créent beaucoup de souffrance et devraient être abolis, en fait. Et l'Union européenne n'a pas du tout suivi ce conseil-là. C'est ça ? Oui, alors en fait, il y a donc effectivement c'est l'agence qui s'appelle l'EFSA, qui est l'autorité européenne sanitaire alimentaire, qui est en fait le pendant de l'ANSES, pour ceux qui sont un peu familiers des agences françaises, qui est le pendant de l'ANSES mais au niveau de l'Union européenne, et qui a pour mission principale en tout cas de conseiller la Commission européenne dans l'élaboration de la législation, en indiquant à la Commission européenne quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques d'un point de vue sanitaire. Et parmi les missions de cette agence, il y a voilà la recherche et le conseil en matière de bien-être animal. Et effectivement, l'EFSA avait recommandé il y a un certain nombre d'années à la Commission européenne d'interdire certaines méthodes d'abattage. Pas tant parce que ces méthodes d'abattage posaient problème d'un point de vue sanitaire, mais parce qu'elles posaient vraiment problème d'un point de vue de la protection animale. Donc il s'agissait des bains d'eau pour les volailles et de l'utilisation du CO2 pour les porcs. Et l'EFSA avait conclu son étude en disant, enfin, vraiment, ces méthodes d'abattage, c'est vraiment atroce pour les animaux. Alors bon, moi je lis ça, je me dis, ah bon, mais les autres, ça va alors apparemment. Non, mais apparemment, ça, c'était vraiment encore pire. Voilà, ouais. c'était encore pire. C'est-à-dire D'atroces que souffrances, les animaux mettent du temps à mourir et ils souffrent en attendant de mourir, quoi. Là où les autres méthodes d'étourdissement, comme ils disent, d'étourdissement ou d'abattage, étaient plus rapides, étaient plus, on va dire, efficaces, quoi. Et la Commission européenne, enfin voilà, la Commission européenne n'a pas suivi l'avis de l'EFSA. Elle n'est pas tenue de le faire. Hein. L'EFSA a un rôle seulement consultatif. Et la Commission européenne, c'est très explicite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voilà, rendre à la Commission européenne, c'est le fait qu'elle est très honnête. Enfin, elle explique vraiment bien pourquoi elle prend ses décisions. Et dans le préambule, ce qu'on appelle les considérants du règlement abattage 1099-2009, la Commission européenne explique pourquoi elle n'a pas suivi les recommandations de l'EFSA, en disant de manière très simple, parce que les alternatives à la mise à mort par bain d'eau électrique et par utilisation du CO2 ne sont pas économiquement viables. Donc le jour où on aura des alternatives économiquement viables, on pourra interdire certaines pratiques, mais en attendant, on n'est pas en mesure de le faire. Oui, donc là, on voit bien que la Commission est très transparente sur le fait que c'est l'économie qui prime et que le bien-être animal est complètement secondaire. Mais est-ce que ça a même encore du sens de parler de bien-être animal, finalement, pour le droit européen ? Est-ce que c'est pas un concept qui est finalement complètement galvaudé quand on en vient à n'en avoir rien à faire de souffrances atroces à la fin de la vie des animaux, après des vies de souffrance ? Alors, c'est peut-être le problème vient peut-être du terme bien-être animal. Et c'est vrai qu'il y a un problème en soi avec l'expression bien-être animal. Je suis pas certaine que le bien-être animal ait jamais voulu dire autre chose que une espèce de façon de prendre en compte les animaux, mais dans un système productiviste intensif. Si on regarde un petit peu, si on fait l'étymologie, la généalogie plutôt du terme bien-être animal, c'est un terme qui vient quand même de l'industrie. Hein. Alors après, les associations essaient de se le réapproprier, etc. Mais voilà, moi personnellement, j'évite d'utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment un terme des productions animales. Enfin, c'est pas vraiment. Voilà, si on remonte à où est-ce que ce terme est vraiment apparu, c'est en Angleterre suite à la publication de l'enquête de Ruth Harrison, et la réponse du gouvernement britannique à l'époque, c'est bien-être animal. C'est-à-dire, c'est pas de dire on va mettre fin à ces productions
absolument atroce, c'est on va alors en plus à l'époque ça paraît complètement fou aujourd'hui, mais la réponse était même pas de nature juridique ou législative, enfin réglementaire, c'était de dire on va faire les 5 libertés qui veulent absolument rien dire et qui ne sont pas d'ailleurs des libertés, mais voilà, enfin le bien-être animal c'est ça, c'est-à-dire c'est venir un petit peu, limiter les risques de souffrance dans un système qui par ailleurs n'est que souffrance. Donc peut-être que le droit européen est tout à fait cohérent avec cette idée de bien-être animal, mais ce n'est pas cohérent avec l'idée de protection animale. Ça, à mon sens, c'est tout à fait incohérent avec cette idée de protection animale pour des raisons. C'est pas que pour des raisons, on va dire, cyniques, c'est parce que l'Union européenne est quand même très limitée dans ses compétences. C'est-à-dire l'Union européenne est là pour réglementer un marché, elle est pas là pour protéger les animaux, quoi. On parle parfois de welfare washing, il me semble, pour dénoncer ce fait de finalement rendre acceptable un système qui en lui-même est inacceptable en corrigeant à la marge ou en faisant presque semblant de prendre en compte le bien-être animal, mais pour se donner bonne figure plus que pour agir concrètement pour améliorer les conditions des animaux qui souffrent et qui meurent. Oui, alors nous en droit on utilise plus ce terme-là, welfare washing ou humane washing, pour parler des allégations trompeuses sur les produits. Donc par exemple, si vous voyez, d'ailleurs c'est pas que des allégations, on va dire avec l'utilisation de mots, ça peut être aussi des images, ce genre de choses. Mais effectivement, on pourrait dire que la législation européenne sur le bien-être animal est une vaste entreprise de humane washing. D'ailleurs, c'est une critique qu'on entend régulièrement de la part des antispécistes sur toutes sortes de législations sur le bien-être animal. Et je pense, enfin moi je trouve que c'est une approche très convaincante en fait. Bien que voilà, je travaille dans un voilà, enfin nous. Oui, on s'attendrait pas à ce que dans votre position vous disiez ça. Non, mais voilà, moi je travaille pour améliorer ce genre de législation, mais j'entends cette critique et je la trouve tout à fait valide, et tout à fait valable. Mais bon, j'ose espérer que on peut pousser les choses voilà, je pense qu'on n'arrivera jamais, en tout cas dans l'état du droit actuel, ça va être difficile de mettre fin à l'élevage, mais je pense qu'on peut arriver à des niveaux de protection animale qui sont bien plus ambitieux que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais j'entends tout à fait la critique consistant à dire oui, non mais ok, certes les animaux vont être au pré et avoir accès à l'air pur et au soleil, etc. Mais ils seront toujours exploités. Oui, ça, oui, je l'entends et c'est tout à fait le résultat auquel on aboutira si on pousse un agenda welfariste, quand bien même ambitieux. Et bien peut-être qu'on peut parler d'une situation récente de ces dernières années, d'un espoir qui a existé, d'une révision finalement de la législation européenne sur le bien-être animal avec 36 000 guillemets justement. Et peut-être qu'on va pouvoir déplier en fait tout ce volet de cet espoir qui finalement a été déçu, mais en revenant au début de quelles attentes étaient là. Vous l'avez dit plus tôt, il y a une attente citoyenne sur la question du bien-être animal et vous disiez que vous aviez cette impression-là, mais je crois que ça a été objectivé par le fait que beaucoup des initiatives citoyennes européennes dont vous avez parlé, les pétitions en fait par les citoyens européens qui veulent faire avancer une question et qui interpellent la Commission pour leur dire emparez-vous de cette question-là. Beaucoup d'entre elles, alors que les conditions sont un peu difficiles à remplir, il faut plus d'1 million de citoyens européens dans plusieurs pays différents. En fait, plusieurs d'entre elles ont concerné cette question-là de la condition animale. Donc ça semble être une question qui compte vraiment aux yeux de la population européenne, qui interpelle la Commission pour leur dire faites mieux et faites avancer les choses sur cette question-là. Oui. Tout à fait, parce que en fait, je pense que les gens, enfin surtout en tout cas ceux qui s'intéressent à ces questions-là au niveau national, ont vite compris que voilà, bien que les États membres ont la compétence en matière de protection animale, ils ont tendance à ne rien faire précisément, en raison de l'existence d'un marché unique, donc ce dont on a parlé juste avant, et donc de plus en plus s'adresse aux législateurs européens pour lui demander puisqu'on est bloqué un petit peu au niveau national en raison de l'existence de ce marché unique, s'il vous plaît, Commission européenne, faites quelque chose puisque c'est au niveau européen vraisemblablement que les choses doivent se mettre en place. Donc oui, il y a un certain nombre d'initiatives citoyennes depuis que l'instrument existe. Il y a vraiment beaucoup de demandes en matière de protection animale. Je sais pas si c'est la peine de toutes les détailler. Peut-être que l'une d'entre elles a plus attiré l'attention que les autres, c'était l'initiative End the Cage Age, donc mettons fin à l'ère des cages, qui revendiquait justement la fin des cages qui a, je crois,
engrangé finalement une sorte de réaction de la part de la Commission qui a dit « Ok, on va s'emparer de la question » et c'était assez inédit, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un espèce d'alignement des planètes. Peut-être le facteur qui a joué le plus dans cet engagement de la Commission européenne de mettre fin à l'utilisation des cages en élevage en Europe, c'était le fait que, en fait, les pratiques ont beaucoup évolué du côté des industriels pour un certain nombre de raisons, mais une raison principale qui est que les associations de protection animale ont fait quand même un travail exceptionnel en dénonçant régulièrement la vente d'œufs en cage, en allant voir aussi les transformateurs, c'est-à-dire tout ce qui est les entreprises qui transforment la nourriture en leur disant vous avez la possibilité de vous fournir en œufs non issus de cage, faites-le. Donc ça s'est fait, ces dialogues se sont faits de manière plus ou moins amicale, hein. Parfois ça s'est fait de manière très cordiale, et puis parfois les associations ont dû faire des campagnes et mobiliser les citoyens pour pousser le secteur privé à la fois changer les pratiques en élevage et les pratiques, d'achat dans les entreprises. Donc ce qui fait que, en fait, je crois que ça fait déjà 2 ans maintenant que la moitié des poules pondeuses en Europe sont élevées hors cage. Alors hors cage, ça veut pas dire c'est pas le bio magnifique où elles sortent dans des prés et des prés aménagés avec des petits arbustes, etc. Ça veut dire qu'elles sont ce qu'on appelle élevées au sol, donc elles sont quand même sans accès à l'extérieur, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, enfin en tout cas c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même mieux que d'être en cage toute la journée et puis surtout de la vie, de la naissance à la mort. C'est les grands hangars en fait, certaines images qu'on voit passer avec plein d'animaux les uns sur les autres dans leur déjection avec une odeur atroce, certains sont morts et doivent être ramassés quotidiennement, c'est quand même des images atroces et des conditions affreuses. Oui, alors ça c'est plus les cages élevées au sol, c'est pour les poules pondeuses, il y a des taux de mortalité importants, mais c'est quand même moins atroce que les cages. Enfin moi en tout cas je vois vraiment une différence. On peut dire que tout ça c'est blanc bonnet et bonnet blanc et que il faut se débarrasser de ça j'entends complètement, mais d'un point de vue vraiment bien-être animal, il y a quand même une différence entre une poule qui est élevée en cage et une poule qui est élevée au sol. Tout ça pour dire que, disons que le secteur privé avait déjà changé ses pratiques, en tout cas était en voie de transition, comme on dit. C'est pas le cas dans la filière porcine ni dans la filière veau, où là il y a, surtout dans la filière porcine où il y a quand même l'utilisation d'instruments de contention et quand même reste une pratique courante. Mais bon, en 2020, la Commission européenne se dit il y a une ICE sur les cages. Jusqu'à présent, les ICE, on a tendance à les ignorer. Ça commence à devenir un problème parce que depuis 2009, justement, on a révisé le traité de sorte que les citoyens puissent un petit peu avoir leur mot à dire sur la législation européenne. Donc on peut pas tout ignorer non plus. Il y a une transition dans le secteur privé vers le hors cage, en tout cas dans la filière ponte. Et la présidente von der Leyen de l'époque venait de présenter son pacte vert. Le pacte vert qui est en fait son programme, c'était son programme pour les 5 ans à venir, qui était très axé sur protection de l'environnement, et puis une économie en transition vers des pratiques plus en phase avec la question climatique. Donc ces 3 choses ont fait que la Commission européenne s'est dit puisqu'on va interdire les cages, autant faire d'une pierre 7 coups et réviser l'ensemble des 7 actes législatifs sur le bien-être animal, puisqu'en plus, pour des raisons éthiques, ça commence à poser problème d'autoriser toutes ces pratiques-là, mais en plus d'un point de vue concurrentiel, les textes sont tellement mauvais qu'on n'arrive même pas à assurer une concurrence loyale sur le marché européen. Ça, c'est une autre critique qu'on peut faire de la législation sur le bien-être animal, qui est que non seulement elle est inopérante d'un point de vue de la protection animale, mais surtout elle est inopérante d'un point de vue concurrentiel. En fait, c'est vraiment des mauvais textes. Même si on est un capitaliste convaincu, en fait, on lit ces textes-là et on se dit mais c'est quoi ce truc ? Enfin, c'est là on n'assure même pas la concurrence loyale entre les opérateurs européens, quoi. Donc tout ça a fait que la Commission européenne s'est dit allons-y, révisons les 7 actes législatifs et puis comme ça tout le monde sera content, les acteurs privés comme la société civile.
Et la Commission s'est engagée publiquement à le faire. Tout à fait. Ça, c'était assez inédit. Oui, alors c'était la commissaire à la santé, Stella Kyriakides, qui a donné à chaque fois la Commission européenne et la DG compétente, et donc le ou la commissaire compétente, donne une réponse officielle à une ICE. Ils sont toujours obligés de répondre à une ICE. La plupart du temps, la Commission européenne dit des trucs, soit elle dit non, ça relève pas de nos compétences, ou non, c'est pas une priorité pour nous, ou parfois ils disent oui, mais c'est un oui qui en fait veut dire non en disant on va faire des études de faisabilité, des études d'impact, enfin bon, on en a encore pour 3 ans avant de prendre une décision, donc en fait, en général, en 3 ans, on a changé de Commission européenne, donc c'est une manière de noyer le poisson, pardonnez cette expression spéciste. Et donc là, pour la première fois, la Commission européenne a répondu favorablement, c'est-à-dire en disant oui, on vous entend, cette ICE est tout à fait légitime, mais en plus en donnant, c'est-à-dire une réponse de nature réglementaire, c'est-à-dire elle a pas dit on va faire une étude de faisabilité et puis rendez-vous dans 3 ans. La Commission européenne a dit on va procéder à une interdiction. Et on va changer la législation de sorte à rendre effective cette interdiction. À le passer dans la loi, en fait, à réviser les lois, l'équivalent des lois à l'échelle européenne qui concernaient le bien-être animal. Et en plus, ça a créé de l'espoir du côté des associations, notamment de défense des animaux, parce qu'en fait, il y avait une attente de révision justement de cette législation depuis le traité de Lisbonne de 2008, dans lequel les animaux étaient reconnus comme sentients. C'est le mot qui est prononcé, sentient en anglais. Il y a cette reconnaissance-là officiellement dans l'équivalent de la Constitution à l'échelle de l'Union européenne et est censé en fait les protéger leurs intérêts en tant qu'êtres sentients justement. Il est question des exigences, de tenir compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sentients. Et ça se traduisait pas encore à l'échelle des lois européennes. Donc là, il y avait aussi une occasion de rendre ça cohérent avec la Constitution. Exactement. Depuis le traité de Lisbonne, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles dans la version française, mais vous avez tout à fait raison si on regarde la version anglaise, et d'ailleurs je crois que la version italienne, polonaise parle bien d'êtres sentients. Mais en fait cette déclaration était condamnée à ne relever que du symbolique puisqu'elle ne s'était jamais trouvée à être incarnée dans les textes législatifs. Donc voilà, c'était sans doute la Commission européenne, en tout cas en 2020, avait derrière la tête de voilà, en plus de ça, on va procéder, d'un point de vue strictement juridique, procédons aussi à une mise à jour de ce qu'on appelle la législation secondaire, donc les directives et les règlements, la loi européenne, au regard de cette reconnaissance dans le traité constitutionnel. Et du coup, qu'est-ce qui était envisagé comme même amélioration? Qu'est-ce qui aurait pu s'améliorer pour les animaux grâce à cette révision? Alors, en premier lieu, l'interdiction des cages. Et ça, c'était vraiment tout secteur confondu, sauf pour les animaux aquatiques. Donc évidemment, ça dépend de ce que vous entendez par cage, mais disons que la Commission européenne avait tout de suite dit ça ne s'appliquera pas aux animaux aquatiques parce que voilà, en aquaculture, on a quand même tendance enfin en tout cas les producteurs ont tendance à utiliser des systèmes qui pourraient être définis comme cage et la Commission européenne ne voulait pas toucher à ça. Mais ça concernait voilà, tout poules pondeuses, veaux, porcs, tous les animaux concernés par l'utilisation de cages. Et après, en fait, tout était un peu ouvert, hein, c'est-à-dire dans la mesure où on réouvre les 7 actes législatifs. Les 7 actes législatifs, c'est 5 directives sur le traitement des animaux en élevage. Vous avez une directive horizontale qui s'applique à tous les animaux et après 4 directives sectorielles qui s'appliquent à des espèces animales en particulier, donc les poules pondeuses, les porcs, les veaux et les poulets de chair. En sachant que du coup, il y a plein d'animaux qui rentrent pas dans ces catégories-là, voilà, pour lesquels il n'y a pas tellement de réglementation finalement. Voilà, eux ils sont couverts. Ceux qui sont les espèces animales qui ne font pas l'objet de directives sectorielles sont néanmoins couvertes par les directives horizontales. Y compris les animaux aquatiques donc ? Oui. Les animaux aquatiques sont couverts dans l'ensemble des actes législatifs. Le problème des animaux aquatiques, c'est qu'il n'y a aucune disposition suffisamment spécifique qui s'applique à eux, de sorte à produire des effets. Mais en soi, ils sont couverts, hein, que ce soit dans le règlement abattage, enfin donc dans la directive horizontale, dans le règlement abattage et dans le règlement transport aussi. Mais après, quand il s'agit de voir quelles sont les règles qui s'appliquent, en fait, il y en a pas. Mais en théorie, ils sont couverts. D'accord. Donc voilà, dans la mesure où la Commission européenne allait réouvrir ces 7 actes législatifs, potentiellement tout était sur la table. Il y avait même la Commission européenne les travaux se sont interrompus, mais elle avait déjà laissé penser que en fait, il y aurait une refonte complète du cadre. Donc, on serait passé de 7 directives et règlements à 4 règlements, dont un règlement qui allait vraiment
s'appliquer à tous les animaux. Mais vraiment, c'est-à-dire que la Commission européenne allait enlever les directives sectorielles, faire un espèce de super règlement qui s'appliquerait à tous les animaux, et avec en annexe, des annexes avec des normes spécifiques à chaque espèce animale. Donc elle était prête vraiment à adopter des règles pour les animaux aquatiques, les poissons. Ça, c'était quelque chose qui était dans les tuyaux, c'est-à-dire il y avait déjà, d'ailleurs, les opinions scientifiques ont été commissionnées auprès de l'EFSA, donc cette fameuse autorité sanitaire qui va rendre ses opinions scientifiques dans quelques années sur les poissons. Voilà, mais ça allait s'appliquer aussi aux vaches laitières, aux dindes, enfin voilà, aux lapins, tous ces animaux auxquels on pense pas, mais qui sont présents en nombre conséquent sur le continent européen. D'accord. Et pourtant, parmi les personnes qui étaient un peu tenues au courant de ce qui était ambitionné par la Commission, et à mesure que les mois passaient, finalement, tout le monde s'attendait déjà à ce que ce soit décevant vers la fin, même si la révision avait lieu, c'est ça? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envie de dire, au printemps 2023, les associations impliquées dans le processus de révision ont senti un petit peu le vent tourner du côté de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on n'avait plus d'informations en fait. Le processus, le processus normalement suit son cours, c'est-à-dire la Commission européenne commissionne des études d'impact, des études de faisabilité, ce genre de choses. Et là, elle les avait commissionnées. Pour mesurer par exemple l'impact économique des révisions. Tout à fait. Et pouvoir les anticiper. Voilà. Et en fait, derrière aussi, parce que évidemment, l'agriculture, c'est pas un marché libre. C'est pas l'offre fait la demande, c'est pas du tout comme ça, c'est subventionné. Donc en fait, la Commission européenne a besoin de savoir un petit peu, ok, qu'est-ce qui va coûter à qui, Est-ce que on peut venir intervenir par le biais notamment de la politique agricole commune pour accompagner cette transition qui allait... Pour savoir où subventionner pour aider justement à être en cohérence avec les impacts des révisions et des réglementations qui passent. D'accord. Exactement. La question en général qui se pose en agriculture quand il y a une réforme, c'est combien vont supporter, le coût va être supporté par les consommateurs et par les producteurs, parfois les deux à la fois, parfois uniquement les producteurs, parfois uniquement le consommateur, mais en général, il y a des politiques interventionnistes, hein. C'est pas, évidemment, c'est pas le consommateur qui paye pour tout, c'est pas le producteur qui paye pour tout, il y a un troisième acteur qui est l'État, qui va un petit peu arbitrer, Parfois, le consommateur va payer 2 centimes de plus par mais le producteur aura payé 5 centimes, et en fait, la puissance publique aura rajouté les 20 centimes qui manquent, quoi. Donc, c'est pour ça que les études d'impact et les études d'impact économique sont très importantes. Les études de faisabilité aussi, alors là, la Commission européenne va regarder ce qu'il est possible de faire d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire que la Commission européenne ne peut pas faire tout comme elle veut, elle doit voir un petit peu comment ça s'articule avec le droit des États membres et avec le droit international, au premier desquels les règles de l'Organisation mondiale du commerce. D'accord, et donc à un moment, plus de nouvelles de la Commission sur ces questions. Voilà, donc on savait que l'étude d'impact était sortie, elle avait été terminée, que l'étude de faisabilité avait été terminée, mais on n'avait toujours pas de calendrier sur la publication des propositions de ces fameux 4 règlements. Et à force de pas avoir d'informations, on s'est dit là c'est qu'il doit y avoir un problème. Et effectivement, les règlements étaient censés être publiés en octobre 2023. Et finalement, seuls 2 règlements sont sortis. Le règlement sur le transport, qui est extrêmement décevant. Et un règlement, alors là on s'y attendait pas du tout, qui est le règlement sur les chiens et les chats, mais donc du coup rien à voir avec l'élevage. Et en fait la Commission européenne nous a expliqué, les justifications de la Commission européenne, ça a été les mêmes justifications qu'elle a ensuite données sur le volet protection environnementale, c'est de dire mais ça coûte trop cher aux producteurs, on n'a pas assez de subventions ou on veut pas subventionner, et puis ça va coûter trop cher aux consommateurs, et puis de toute façon on a d'autres priorités parce que la guerre en Ukraine a fait que les cours des matières premières agricoles ont augmenté, de sorte que on peut pas comme ça, c'est un mauvais contexte politique, et on peut pas exiger du consommateur européen et des producteurs européens de se conformer à encore plus de normes, alors même que la production agricole européenne est menacée par plusieurs facteurs
Ce qui est un peu un mauvais argument parce que de toute façon ça aurait pris plusieurs années avant de pouvoir s'appliquer parce que c'est une énorme machine qui prend toujours énormément de temps, donc un contexte très particulier et local n'a pas d'impact sur la situation dans 3 ans, dans 4 ans. Oui, tout à fait. Enfin, déjà, effectivement, en droit, on a des solutions pour ça, c'est-à-dire c'est les périodes de transition. Alors on se serait un peu battu sur les périodes de transition, mais voilà, à terme, même si la période de transition c'est de 30 ans, au moins on sait que dans 30 ans on a la fin des cages. Ça aurait été pas terrible d'avoir une période de transition de 30 ans, mais voilà. On aurait pu faire en sorte que d'ici 10-15 ans, il y aurait une transition vers le hors-cage et puis l'application de plein de normes nouvelles en matière de protection animale. Et puis oui, l'argument de la guerre en Ukraine en fait est très mal trouvé parce que la raison pour laquelle les matières premières agricoles augmentent comme ça, c'est pas tant pour des raisons de pénurie que des raisons de spéculation sur les marchés financiers. En soi, les stocks de grains, etc., sont en fait toujours plus ou moins les mêmes. Donc, c'était pas... Voilà, c'est plus des logiques sur les marchés financiers. En plus, l'Union européenne n'importe pas de grains d'Ukraine, ou très peu. Donc voilà, c'était un peu En fait, comme on dit souvent, c'est des raisons politiques plus que des raisons économiques ou même... Et donc, au final, résultat des comptes, il y a pratiquement rien. Oui, alors pour l'instant, il y a strictement rien, effectivement. Il y a la publication du nouvel règlement transport qui impose pas grand-chose. Le gros problème du règlement transport, c'est que beaucoup d'animaux... Alors, ça réglemente le traitement des animaux vivants qui sont transportés vivants sur le marché interne, donc au sein de l'Union européenne et hors Union européenne. Il y a des transports très longs au sein de l'Union européenne et il y a donc ça c'est la majorité des animaux transportés sont transportés sur le marché européen et il y a je sais plus le pourcentage exact mais il y a pas beaucoup d'animaux en pourcentage mais énormément d'animaux en valeur nominative on va dire qui sortent de l'Union européenne et qui sont transportés vivants notamment vers les pays vers le Moyen-Orient ou l'Asie centrale. Et qui sont transportés dans des conditions absolument atroces, mais vraiment atroces de chez atroces. Et donc l'idée du règlement de transport, ça aurait été au moins d'interdire, ce qu'on espérait en tout cas nous, c'était que les exports d'animaux vivants hors UE soient interdits. Et à la place, la Commission européenne, ça c'est typique de la Commission européenne, n'a pas du tout interdit. Elle a décidé de mieux réglementer avec un système de contrôle d'une complexité folle et dont on sait qu'ils ne seront pas appliqués puisque la Commission européenne n'importe quel, système juridique européen n'a pas évidemment les moyens d'aller contrôler et de forcer les autres pays à se conformer aux normes européennes. Ça, c'est un principe du droit international, c'est que vous avez quand même pas beaucoup, c'est-à-dire la possibilité d'aller dire aux autres pays comment ils doivent faire est assez limitée. Évidemment, il y a plus de contrôle en théorie, en pratique, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et du coup, est-ce que vous trouvez que c'est un échec total, finalement, c'est cet espoir, que c'est un espoir déçu de la révision de la législation sur le bien-être animal européenne ? Vous vous êtes sûrement habitué à ce qu'une grande place soit consacrée à la pensée antispéciste, à l'idéologie dans ce podcast. Si vous écoutez assidûment, c'est sûrement que, comme moi, vous êtes passionné par le sujet et que vous voulez mieux comprendre le fonctionnement du système spéciste. Mais je veux aussi que Comme un poisson dans l'eau soit utile pour changer les choses. Et cela demande de se pencher sur les enjeux plus pragmatiques qui permettent d'obtenir des avancées concrètes pour les autres animaux. Cette question des blocages qui ont lieu à l'échelle de l'UE fait partie de ces choses un peu opaques, tant qu'on n'y regarde pas de plus près, mais qui ont des conséquences réelles sur la vie d'innombrables animaux. Alors j'espère que cet entretien vous aide à y voir plus clair. Et dans la seconde partie, on revient sur les explications de l'échec de la révision de la législation européenne sur le bien-être animal, et Alice Di Concetto nous parlera d'un autre moyen d'action qui est aussi très prometteur. À très vite, bisous.